Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être au cœur des sciences aujourd'hui pour notre conférence sur les caribous. Alors aujourd'hui, je vais saluer dans la salle, vous faites beaucoup de bruit pour montrer que vous êtes présents, l'école Lanaudière de Montréal. C'est beau. On a aussi des écoles qui nous suivent en web diffusion. Donc je salue l'école secondaire Liberté Jeunesse à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On les salue, vous m'aidez à les saluer très fort? Plus fort que ça, voyons. OK, on fait un deuxième essai. On va saluer aussi l'école Dollard des Ormeaux à Montréal. Ouais. Et on salue l'école secondaire d'Albévio à la Chine. On a aussi beaucoup d'écoles qui sont inscrites, qui visionneront l'enregistrement un peu plus tard. On va leur dire bonjour aussi. L'école secondaire L'Envolée à Granby, l'école secondaire Les Appalaches à Sainte-Justine, l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme, l'école Saint-Jean-Eudes à Québec et l'école secondaire Les Appalaches à Sainte-Justine. Je l'ai dit 2 fois. Bon, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Donc, au total, c'est plus de 600 élèves qui vont visionner la conférence d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. La conférence va durer 50 minutes et pendant la conférence, on va vous demander de voter à main levée. Dans la salle, c'est facile, vous avez juste à lever la main. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, vous votez dans votre classe et votre enseignant m'enverra par texto ou via le direct Facebook les résultats de votre classe. Et on fait la même chose pour la période de questions à la fin de la conférence. Ici, vous levez la main, vous pourrez vous lever, il y a des micros de chaque côté de la salle. Et puis, pour ceux qui nous suivent en web diffusion, vous donnez vos questions à votre enseignant qui me les transmettra. Passons maintenant à la conférence. Aujourd'hui, on vous emmène au nord du Québec. Notre conférencière Barbara Vuillaume est une vraie aventurière. Elle est allée y étudier les caribous migrateurs et vous allez voir qu'elle a utilisé une méthode assez étonnante pour les observer. Alors, je vous laisse avec elle et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Merci Stéphane et merci au Cœur des Sciences de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mes recherches. Donc, moi, je suis étudiante à Québec. Je suis étudiante au doctorat. Ça fait que j'ai à peu près 10 ans après le secondaire, pour vous donner une idée. Et donc, je travaille pour un programme de recherche qui s'appelle Caribou Ungava. Donc, on travaille sur le caribou. Et je suis supervisée par les professeurs Steve Côté et Marco Festabianche. Et alors, dans mes recherches, ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre les changements au cours du temps du nombre d'individus qui composent une population de caribous. Et pour ça, je regarde quelle est la survie des caribous et quelles sont les causes de mortalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer comment j'en suis arrivée à travailler sur le caribou au Québec. Alors tout d'abord, je voudrais présenter cet homme qui est mon oncle, Philippe Vuillaume, et qui a été le premier à m'avoir vraiment aidé à tomber en amour avec la nature, la faune sauvage. Et donc en fait, mon oncle, il a travaillé pendant 30 ans dans les chemins de fer, mais sa passion, c'est les oiseaux. Et à plusieurs occasions, il a accompagné des chercheurs en expédition en tant que ce qu'on appelle preneur de son. C'est-à-dire qu'il prenait le son, il a enregistré les sons des animaux et de la nature. Alors, il a eu la chance de voyager dans de nombreux pays, en Europe, en Afrique. Il est même allé à Svalbard, c'est tout au nord de la Norvège. Et notamment, il y a une vingtaine d'années, il a fait une expédition en Arctique où il a accompagné des chercheurs pour étudier la fonte des glaces. Et il a été le premier à me rapporter des images du Nord. La deuxième personne qui a beaucoup marqué mon enfance, c'est Ronald Douglas Lawrence, qui est un biologiste canadien, et notamment l'auteur du livre « Pour l'amour de Mike ». Alors, ce livre raconte en fait l'histoire d'un ourson orphelin qui a été sauvé par ce chercheur et son fils. Et quand j'ai lu le livre, j'avais à peu près 8 ans, et à partir de là, je rêvais que d'une chose, c'était devenir biologiste au Canada. Alors voilà un peu mon parcours.
Après le secondaire, eh bien, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une école pour étudier des sciences générales et ensuite, je suis allée en école d'ingénieur en agronomie. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais sur les animaux de la ferme. Mais comme vous voyez, je n'ai pas vraiment réussi à m'en tenir aux animaux de la ferme. Et donc, j'ai aussi travaillé avec des singes dans un parc zoologique et j'ai aussi eu l'occasion de faire mon premier voyage au Canada dans une ferme d'alpagas. Et alors, parce que je trouvais que ce n'était pas encore assez exotique, pour mon mémoire, j'ai décidé de travailler sur l'iguane des Petites Antilles. Alors, l'iguane des Petites Antilles, alors, les Antilles françaises, ça se trouve où? Eh bien, c'est le point rouge qui est donc sur la carte, et le point blanc au nord, c'est le Québec. C'est Québec. Ça vous donne une idée à peu près d'où ça se trouve. Mais alors, qu'est-ce que j'étais partie faire là-bas? Eh bien, pour vous expliquer, déjà, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe formidable en laboratoire et également de travailler avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et qu'est-ce qu'on a regardé? C'est qu'on avait une population, l'iguane des Petites Antilles, qui est ici à gauche, et qui, en fait, était en déclin. Elle était en train de disparaître des îles parce que ce deuxième iguane au milieu eh bien, est un iguane invasif. Il détruisait tout son environnement et puis, du coup, il prenait sa place. Et donc, il fallait mettre en place un programme pour pouvoir préserver l'iguane des Petites Antilles. Et pour ça, il fallait déjà qu'on soit capable de différencier les 2 iguanes et également de les différencier de ce troisième iguane qui est issu de la reproduction des 2 premières espèces. Donc tout ça, ça se fait avec de la génétique et puis avec des observations des caractères physiques. Après ça, eh bien, j'aurais bien aimé faire un doctorat, mais il n'y avait pas de sous à ce moment-là. Et donc je suis partie enseigner. J'ai été professeure pendant 3 ans, à des étudiants qui sont en post-secondaire, en formation technique agricole. Et j'ai enseigné des matières comme la santé, l'alimentation, la génétique des animaux d'élevage et l'environnement. Et c'est en faisant des recherches pour mes étudiants que je suis tombée sur mon sujet de thèse. Et c'est en 2015 que je suis arrivée au Québec, parce que vous l'avez entendu, je suis française. Et donc, pour vous expliquer un peu le sujet, ces 20 dernières années, le caribou migrateur que j'étudie, il est en train de décliner, il est en train de disparaître. L'année dernière, il a même obtenu un statut qu'on appelle en voie de disparition. Ça veut dire qu'on estime que d'ici quelques années, s'il n'y a rien qui est fait, il n'y aura plus de caribou migrateurs dans l'est du Canada. Et donc, moi, c'est très important le travail que je fais parce que j'essaye de comprendre pourquoi le caribou est en train de disparaître et j'essaye de trouver les causes. Et en trouvant les causes, on espère pouvoir trouver des remèdes à ces causes. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet. Au Québec, on a 3 types de caribous qu'on différencie selon le type d'habitat qu'ils utilisent. Alors, c'est ce qu'on appelle des écotypes de caribous. Alors, je pense qu'il y en a certains que vous devez connaître. Vous avez tout d'abord le caribou forestier, qui est en zone complètement grisée sur la carte, dans la partie centrale, et qui, en fait, est un caribou qui va rester beaucoup en forêt et qui va faire peu de déplacements. Si vous êtes déjà allé dans la région de Charlevoix, c'est un caribou forestier que vous rencontrez. Vous avez également le caribou montagnard, comme son nom l'indique, qui se trouve principalement dans les montagnes. Et donc, on va le retrouver dans la zone assurée tout au nord, en haut à droite, et également en Gaspésie. Donc, bien sûr, si vous allez en Gaspésie, ce sont des caribous montagnards que vous allez croiser. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les caribous migrateurs, ceux qui occupent la zone assurée sur la gauche, et qui, en fait, ils sont migrateurs parce que 2 fois l'année, ils vont parcourir entre 700 et 800 km pour aller d'un environnement à l'autre, ce qui est un très, très long chemin. Alors, c'est sûr que le nord du Québec, c'est vaste et on n'a pas forcément idée de à quoi ça correspond. Si vous regardez la carte ici à droite, eh bien, déjà, vous allez situer Montréal en vert, Québec en orange, et si vous regardez tout au nord, eh ben, la grosse partie au nord, eh ben, c'est le territoire du caribou migrateur. Donc on est vraiment, vraiment très au nord. Et comme vous le montrent les photos, eh ben, pour s'y rendre,
on est obligé de prendre des hélicoptères parce qu'il n'y a pas de route qui monte jusque là-haut. Alors, on a parlé de caribous migrateurs de longue distance. Donc, si vous me suivez à peu près, vous regardez le premier trait qui est à l'horizontale en bas, entre le départ printemps et l'arrivée l'automne, c'est la zone qui va être occupée par le caribou à l'hiver. Ensuite, au printemps, il va monter au nord, il va parcourir 800 km pour atteindre la zone, le territoire où en fait les faons vont naître. Là, ça va commencer à faire tilt normalement avec le sujet, on va parler de la survie des faons. Et ensuite, les caribous vont passer donc l'été au nord et redescendre à l'automne. Donc les 800 km, il faut vous imaginer qu'ils font ça sur un mois. Donc c'est vraiment super rapide pour un animal. Donc là, j'avais une première question pour vous. D'après vous, pourquoi le caribou est une espèce importante? Alors, j'ai plusieurs choix, je vais vous énumérer tout d'abord. Est-ce que c'est parce que c'est un emblème du Canada, comme vous avez déjà dû manipuler des pièces, donc vous savez que le caribou est sur les pièces de 25 cents? Est-ce que c'est parce que c'est un bon indicateur que l'environnement va bien? Ça, c'est la réponse B. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment du caribou? Ou encore, est-ce que c'est simplement une fantaisie des scientifiques qui veulent juste avoir plus d'informations? Alors, je voudrais savoir qui est-ce qui pense que c'est la réponse A? Personne pense que c'est la réponse A? 1, 2, 3, 4. OK, 4 personnes qui pensent que c'est la réponse A. Qui pense que c'est la réponse B? OK, on a un peu plus de monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui pense que c'est la réponse C? 3. Et qui pense que c'est la réponse D? OK, on en a un. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne du côté Alors, des écoles. j'ai pas de réponse encore des gens qui nous suivent en web diffusion. Je ne suis pas sûre qu'ils ont arrivé à se connecter, donc on va continuer. D'accord. Bon, ben, en fait, pour cette première question, pour tout vous avouer, personne n'a tort. Parce qu'en fait, tout ça, c'est toutes des bonnes réponses. Il n'y avait pas qu'une seule réponse. En effet, le caribou migrateur, eh ben, c'est une espèce qui est très, très, très importante de tous les points de vue. Tout d'abord, c'est un animal qui va manger une grande diversité de plantes. Et en même temps, il va être lui-même mangé par des grands prédateurs qui vont être le loup gris, l'ours noir. Ça veut dire qu'il occupe une place complètement centrale dans la chaîne alimentaire. Donc si vous retirez le caribou, vous imaginez, les grands prédateurs, ils n'ont plus rien à manger, et en même temps, les plantes, elles vont pousser n'importe comment, et ça va complètement modifier l'environnement. Donc c'est déjà un très gros enjeu. Deuxièmement, eh bien, on s'est rendu compte que le caribou migrateur, il fuyait les espaces qui étaient très endommagés par l'homme. Donc, les endroits où il y a beaucoup d'activités minières, par exemple, dans le nord, ou les routes, eh bien, les caribous vont les éviter. Donc, la présence du caribou sur un territoire, ça nous dit que l'environnement, il est sain. Mais le plus gros point important pour le caribou, c'est qu'il est essentiel pour les communautés autochtones, les peuples qui vivent dans le nord. Parce que ces personnes qui vivent dans le nord, eh bien, leur alimentation va être principalement basée sur le caribou. En plus de ça, ça fait je vais exagérer, des milliers d'années, mais ils ont toujours vécu avec le caribou. C'est traditionnel. La présence du caribou sur leur territoire leur permet de transmettre leur culture. Et sinon, au-delà de manger le caribou, ils vont aussi utiliser la peau pour faire des vêtements, ils vont utiliser les os pour faire des objets, et ils vont aussi faire du commerce avec le caribou. Donc c'est toute leur culture qui est basée là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est très très important pour eux que les populations se maintiennent. Le seul problème, c'est que les populations sont en train de décliner. Et donc, comme la majorité en fait, des troupeaux de caribous de rennes et de caribous et de rennes dans le nord, eh bien, le troupeau que nous, on étudie, il est aussi en train de décliner. Et ce graphique, en fait, il montre qu'en 20 ans, la population a perdu 70% de ces individus. 70% des caribous qui sont morts en 20 ans. Dans les années 2000, il y avait autour de 630 000 caribous.
Et arrivé à 2016, il y en avait moins de 200 000. Si on fait un petit calcul, à ce rythme-là, ça veut dire que dans 9 ans, la population elle a disparu si on ne fait rien. 9 ans, c'est vraiment rien. Alors, bien sûr, vous vous doutez, on s'est posé la question, mais pourquoi il meurt? Alors, on a plusieurs pistes. Tout d'abord, on pense que ça pourrait être directement lié au caribou lui-même, parce que quand on est dans une grosse population, si vous avez par exemple 10 pommes pour 2 personnes, ou si vous avez 10 pommes pour 12 personnes, vous vous doutez que ça ne va pas faire le même effet. C'est la même chose. Si vous avez une quantité de nourriture pour un trop grand nombre de caribous, au départ, ils sont un peu en compétition pour savoir qui va avoir sa part, et donc ils auraient pu se causer eux-mêmes leur déclin. Par ailleurs, il y a aussi le fait que être en groupe, ça peut aussi avoir des avantages, donc ça c'est un peu subtil, c'est qu'il y a la protection du groupe. On va aussi considérer que les individus, mâles et femelles, ils ne vont pas survivre pareil à l'environnement. Ils ne vont pas être sensibles pas de la même façon. Et dans le cas des caribous, les femelles, elles survivent mieux. Et également, le troisième point, c'est la condition, ce qu'on appelle la condition corporelle. Disons qu'un animal qui va être gros, bien portant, il va mieux survivre à l'hiver qu'un animal qui va être tout maigre et tout fragile. Avec ça, il y a aussi d'autres choses qui peuvent causer la mortalité des caribous. Bien sûr, imaginez à la chasse ou la prédation, si un loup vient tuer un caribou, ça fait de la mortalité directe. Il y a également le climat, parce que les caribous résistent bien au froid, mais ils ne résistent pas bien au chaud. Mais en même temps, des hivers avec trop de neige, vous avez déjà marché dans de la neige quand elle est très haute, c'est dur, hein, on dépense beaucoup d'énergie. Le caribou, c'est pareil. Donc des hivers qui vont avoir trop de neige, ça va diminuer la survie du caribou. Et enfin, les ressources. Ça, je pense que c'est assez logique. C'est que s'il manque de nourriture une année, la survie est moins bonne. Et puis également, si vous mangez quelque chose qui n'est pas assez riche en nourriture, vous allez manquer d'énergie. Mais avant de rentrer vraiment pleinement dans les causes, il faut comprendre c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui fait que la taille de population évolue. Parce qu'il y a les causes, mais il y a aussi ce qu'on va appeler des mécanismes. Dans le sens où, si vous considérez votre population là, dans le cercle vert, il peut y avoir l'augmentation de la population peut avoir lieu par une entrée d'individus dans le groupe. Elle peut diminuer avec une sortie d'individus dans le groupe. Elle peut également augmenter avec la reproduction, puisque la reproduction, on va avoir des nouveaux individus qui vont naître. Et elle peut aussi rester stable, parce que si les individus survivent, la population se maintient. Si les individus meurent, la population diminue. Et alors, dans notre cas, déjà, on va simplifier un peu le système, c'est qu'il n'y a pas de caribous qui viennent d'ailleurs ou qui s'en vont. La population reste la même. Donc la seule chose qui peut faire que la taille de population va changer, c'est soit que les caribous meurent, soit qu'ils ne se reproduisent pas. Alors, une population de caribous, c'est composé de faons de 0 à 1 an, de yearlings, qui vont être en fait les jeunes de 1 à 2 ans, et d'adultes qui sont au-delà de 2 ans. Et les adultes, par exemple, les femelles, elles vont commencer à se reproduire à 2 ans, et les mâles à 3 ans. Si on essaye de penser la survie, je vous parlais de la survie, si ça ne vous parle pas, c'est vraiment l'inverse de la mortalité, la survie. Et donc, la survie de la population en général, elle dépend de la survie des faons, de la survie des yearlings, de la survie des adultes. Donc nous, on va chercher à comprendre c'est quoi ces différentes survies. Alors, la survie d'un groupe, que ce soit les jeunes ou les adultes, elle ne va pas avoir le même impact. C'est un peu compliqué peut-être là. Mais quand la survie d'un groupe, il y a des groupes qui ont plus d'effet sur la taille de population. Ça veut dire que même si elle change peu, cette survie, la taille du troupeau va changer énormément. Et moi, j'aimerais vous poser une question. D'après vous, quelle est la survie qui va le plus modifier la taille de population?
C'est-à-dire quelle survie, si on joue juste un peu sur elle, va modifier beaucoup plus la taille de population. Est-ce que ça va être celle des femelles adultes? Est-ce que ça va être la survie des mâles adultes? Est-ce que ça va être celle des yearlings ou celle des faons? Alors, qui pense que c'est celle des femelles adultes? OK, on a 4 mains, 5 mains. Qui pense que c'est celle des mâles adultes? 1, 2, 3, 4, OK. Est-ce qui pense que c'est celle des jeunes de 1 an, des yearlings? 1, 2, 3, OK. Et qui est-ce qui pense que c'est celle des faons? Ah, on a plus de mains levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en pensent de l'autre côté? Je ne sais pas. J'ai toujours pas de nouvelles des gens qui nous suivent en web diffusion, donc on continue. Bon. Alors, je sais que j'étudie les faons, mais la survie principale, c'est celle des femelles adultes. Alors, et si on y pense, en fait, c'est assez logique. La femelle, en plus d'une femelle, elle se reproduit, elle donne naissance à des faons. Vous enlevez une femelle, vous enlevez des futurs faons à la population. Donc, en fait, même quand elle varie peu, ça entraîne un fort changement dans la population. Alors, bien sûr, on est allé étudier la survie des femelles et des mâles adultes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous regardez la petite ligne en pointillé, elle représente un taux de survie à 85%. Et si vous regardez, vous constaterez que, globalement, la survie des femelles, elle est autour de 85%. Ce qui voudrait dire que, normalement, la population, elle devrait rester stable. Mais ce qu'on constate, c'est que la population, elle n'est pas stable. La population, elle n'est pas en croissance. Elle décline. Donc là, on se dit, OK, même si les femelles, ça ne va pas trop mal, il y a quelque chose d'autre qui ne va pas dans la population. Et on s'est demandé, mais à quoi il faut regarder? Et là, on a eu un petit indice. C'est le taux de recrutement qui nous a indiqué qu'il fallait voir les faons. Alors bien sûr, vous ne paniquez pas, hein, je vais vous expliquer c'est quoi le recrutement. Alors, le recrutement, c'est une petite valeur qu'on va aller chercher à la fin de l'année, à la fin de l'automne, et qui va nous donner, quand on va étudier le troupeau, on fait un calcul, on regarde le nombre de femelles qu'on a, on regarde le nombre de faons qu'on a, et le recrutement, c'est le nombre de faons pour 100 femelles qu'on a dans le troupeau. Alors, c'est totalement abstrait, mais si on y réfléchit, c'est très indicateur. Les adultes, il y en a une partie qui va survivre, mais il y en a qui vont mourir. Donc, la population va partir. Et vous vous doutez bien que s'il y a des individus qui meurent, il faut qu'il y ait des individus qui remplacent pour pouvoir que la population reste à peu près stable. Donc, normalement, les couples qui survivent, ils se reproduisent, ils donnent des faons, et ces faons-là, ils deviennent les futurs adultes. Ben oui, mais les faons, ils ne deviennent pas tous des adultes, parce qu'il y en a qui meurent, puis il y en a qui vont passer yearling. Mais tous les yearlings ne deviennent pas des adultes, parce qu'il y en a aussi qui meurent. Et c'est pas très la joie, hein, je suis désolée. Et donc, en fait, le recrutement, c'est ce qui nous indique si on devrait avoir suffisamment de faons qui auront une chance de devenir adultes pour remplacer les adultes qui sont morts et qui ont quitté la population. Si on prend 2 petits chiffres, le petit n, il va indiquer le nombre d'adultes qui vont mourir. Le grand N, c'est le nombre de yearlings qui devraient devenir adultes. Eh bien, si vous avez plus de yearlings qui deviennent adultes que d'adultes qui meurent, eh bien, la population, elle grandit. Et si, par exemple, vous avez moins de yearlings qui deviennent des adultes, eh bien, la population va diminuer. Et en fait, c'est ce qui se passe. Là, vous voyez la ligne à 35%? Eh bien, normalement, c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir qu'il y ait suffisamment de jeunes pour pouvoir remplacer les adultes qui meurent. Sauf que, on en est très loin. Donc ça nous dit que la survie des faons, elle ne va pas bien du tout. Donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, pour ça, va falloir trouver une technique. Comment on fait pour aller étudier la survie des faons? Alors, il y a plein de techniques qui existent. Comme vous voyez, on pourrait directement aller sur le terrain, les observer. OK, je l'ai vu, celui-là, il est vivant, celui-là, il n'est pas vivant.
On pourrait aussi leur mettre, comme sur les chefs des montagnes en bas à gauche, on pourrait leur mettre des colliers GPS. Alors le GPS, ça donne une localisation. Tant que l'animal est vivant, ça nous dit il est à tel endroit, on voit son déplacement. Et quand il meurt, il ne bouge plus, donc on sait qu'il est mort. On pourrait aussi leur mettre des bagues, comme on fait, ou des colliers comme on fait aux oiseaux. Ça permettrait qu'on les observe de loin, on ne les dérangerait pas trop, et puis on pourrait dire, oui, celui-là, on l'a réobservé, donc il est toujours vivant. Ou encore, on pourrait poser ce qu'on appelle des caméras trappes, c'est des caméras qu'on pose dans l'environnement, et puis on filme, qui vont se déclencher quand les animaux vont passer devant, ça prend des images. Alors pourquoi on est allé faire avec un collier caméra ? Tout simplement parce que vous vous souvenez la carte avec le grand territoire que je vous ai montré ? Le caribou, il se déplace sur un territoire immense. Vous ne pouvez pas le suivre. Vous ne pouvez pas le suivre et l'observer en continu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus le marquer et dire je vais revenir sur le territoire et je vais essayer de le retrouver. Votre animal, vous ne le retrouverez jamais. Et alors, les caméras trappes, je peux vous jurer que si vous avez de la chance que le caribou passe justement là où vous avez posé votre caméra dans l'environnement, vous êtes vraiment chanceux. Alors, il restait la question, on aurait pu mettre des colliers GPS. Ça coûte beaucoup moins cher que les colliers caméra. Mais là encore, un collier GPS, si vous voulez étudier la survie des faons, ça veut dire que vous devez être là au moment de la mise bas. La mise bas, c'est comme l'accouchement, en fait, mais pour les femelles caribous. Et donc, vous devez être là à la naissance du faon. Vous devez prendre le faon à sa mère, lui mettre un collier et le rendre à sa mère. Alors, avec un peu de chance, il ne va pas trop stresser au moment de la manipulation et il va survivre. Mais est-ce que sa maman, elle va vouloir de lui encore ? C'est pas sûr. Peut-être qu'on vous a déjà expliqué quand il y a des oisillons ou des petits animaux qui tombent d'un nid. On évite de les toucher avec les mains parce qu'après, on laisse son odeur dessus. Et souvent, les parents, ils ne veulent pas forcément reprendre les petits. Donc ça, après, ça, c'est pas bon. Donc, on a choisi une méthode vraiment, on va dire, sécuritaire pour le faon. On a posé les colliers caméra sur les mères. Alors, les colliers caméra, on n'a rien inventé. Ça existe déjà. On en pose sur des cerfs de Virginie, sur des ours blancs, sur des ours noirs. On en pose déjà sur des caribous. Mais par contre, nous, ce qu'on a inventé, c'est le fait de les utiliser pour la survie des faons. Parce que jusque-là, les gens, ils les utilisent surtout pour voir c'est quoi pour observer les comportements qu'on ne peut pas observer parce qu'on n'est pas sur le territoire. On utilise aussi les colliers caméra pour savoir qu'est-ce qu'elles préfèrent manger les femelles, les femelles caribous par exemple, ou comment ça chasse un ours, ou encore c'est quoi les territoires qui sont occupés par un chevreuil. Toutes ces réponses-là, on peut les avoir avec des colliers caméra. Alors, tout à l'heure, Stéphane vous disait que je suis allée dans le Nord, et oui, je suis allée dans le Nord. Je suis allée dans le Nord, donc on va dans le Nord, en fait, en mars. On y est allé 3 années de suite. On a posé 60 colliers caméra sur des femelles. Qui étaient ce qu'on appelle gestantes, c'est-à-dire qu'elles sont enceintes, mais gestantes, c'est pour les animaux. Et donc, on pose les colliers en mars. Et vous voyez le trajet sur la carte ? Eh bien, en fait, ce sont toutes les localisations qui sont relevées par le collier. Donc, à chaque instant, en fait, à chaque heure exactement, on sait où se trouve le caribou. Et on va le suivre tout au long de l'été. Et au 1er septembre, on a le collier qui tombe. On ne retourne pas capturer les caribous. Le collier tombe. C'est un système qu'on a programmé. Alors, mais ce qui est cool d'abord, je pense que vous voulez le savoir, c'est que le caribou, quand on va sur le terrain, on part en hélicoptère et on les capture au lance-filet. On ne les endort pas. Le filet tombe, le caribou tombe avec le filet, et ensuite, nous, on descend et puis on va faire des mesures, on va leur poser les colliers, on va leur mettre une boucle aussi à l'oreille pour les repérer. Et donc, on va regarder sa santé également. Peut-être que, je ne sais pas si certains se posent la question, comment on sait qu'une femelle caribou, elle attend un petit ? Parce que moi, personnellement, je vois 2 caribous, 2 femelles, je ne le sais pas. En fait, on fait une échographie.
Une échographie, en fait, on utilise un appareil qui va nous montrer l'intérieur du corps de la femelle et on va pouvoir savoir si elle a un enfant ou pas. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez une démarcation blanche au milieu, là, qui est marquée par la main. Eh bien, à droite, vous voyez des zones grisées, c'est les organes. Et à gauche, vous voyez une zone complètement noire. Eh bien, ça, c'est le futur bébé. Enfin, le futur fan, pardon, caribou. Et donc, ça nous permet de savoir que la femelle qu'on a capturée, elle attend bien un fan. Et donc, ensuite, on va lui poser, dès qu'on a confirmation, on lui pose le collier. Tout à l'heure, je vous disais, les femelles, on ne les recapture pas. Donc, en fait, le collier, au 1er septembre, à 8h01 exactement, il tombe. Et donc, en fait, nous, on n'a plus que les caribous vont poursuivre leur chemin. Puis nous, on va retourner en hélicoptère dans le nord. Et puis, on va chercher les colliers. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça donne pour le caribou. Ça marche, tout va bien. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Le collier est tombé. Bon, bien sûr, je ne pouvais pas vous parler de tout ça, de collier et d'images, sans vous montrer la vidéo. Voilà, ça c'est un petit exemple des vidéos qu'on va avoir dans le Nord. Oups. Ça, c'est la naissance c'est un enfant qui vient juste de naître. Vous voyez encore son cordon ombilical qui pend. Les premiers pas. Il faut savoir que ces images, c'est seulement 2% de tout ce qu'on a récolté. Les femelles ne font pas plus de soins aux jeunes. Elles ne vont pas le lécher beaucoup plus que ça. 2%. Les femelles sont très très protectrices. Vous voyez plusieurs fois, elles ont chassé des individus, d'autres caribous. Elles sont très protectrices quand même. Et ça nage. Et ça, c'est un faon à la fin de l'été. Ils deviennent tout marrons. Ils étaient tout roux au départ. Voilà. Je pense qu'on prendra les questions après. Donc voilà, ça c'était quelques exemples de vidéos. Alors, c'est les plus belles, vous imaginez. Mais même si on n'a pas que des vidéos comme ça, en fait, on attend ces vidéos-là quand on les analyse. On a récolté 321 500 vidéos. Si on les analysait toutes,
ça ferait plus de 3 ans d'analyse juste à regarder des vidéos. Alors vous vous doutez, on ne les analyse pas toutes. Moi, c'est ce que je vais devenir si je reste à regarder les vidéos. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on appelle un sous-échantillonnage. Ça veut dire qu'on va aller piocher une vidéo sur 3, une vidéo par heure, entre 6h et 19h40. Et ça va nous réduire le nombre de vidéos qu'on va analyser. Mais ça nous permet quand même d'avoir suffisamment d'infos. Et alors, c'est quoi les résultats qu'on obtient? Eh bien, la première année, en 2016, sur les 14 femelles qu'on a suivies, les 14 fans sont nés. Et pareil, en 2017, 24 femelles suivies, 24 fans nés. Et comme vous voyez, la deuxième ligne du tableau, en fait, vous indique que la répartition des naissances. Donc, la première année, on a eu des naissances entre le 7 et le 19 juin, et la deuxième année, entre le 1er et le 30. Donc, c'est très étalé, mais en même temps très concentré. Et ça, c'est pas trop étonnant, parce qu'en fait, la reproduction chez le caribou, c'est restreint à une petite période de l'année, donc toutes les femelles et les mâles s'accouplent à peu près au même moment. Alors par contre, oui, on a eu des fans qui sont morts. La première année, on a perdu 4 fans, et la deuxième année, on a perdu 3 fans. Mais alors, on n'a pas encore fini d'analyser les colliers de 2017, donc on en a peut-être plus. Alors, si vous regardez la carte juste au-dessus, eh bien, vous avez des petites étoiles. On a localisé où est-ce qu'avaient lieu les naissances, parce qu'en sachant exactement où se trouvent les femelles, quand on sait à quelle vidéo le fan est né, eh bien, on est capable de retrouver exactement à quel endroit sur le territoire les fans sont nés. Alors, vous êtes peut-être demandé, OK, on voit des fans sur la vidéo, mais comment on fait pour, à partir d'observation du fan sur une vidéo, être capable de dire c'est quoi les chances de survie d'un fan? Là, c'est un peu subtil. On va essayer de retourner à des oiseaux pour commencer. Vous avez peut-être déjà vu des oiseaux qui avaient des bagues ou des colliers avec des numéros. Ben, c'est pour les identifier. Et la technique qu'on utilise, c'est ce qu'on va appeler du capture, marquage, recapture. Ça a l'air super compliqué, mais en fait, c'est très logique. La première étape, vous capturez un animal. La deuxième étape, vous le marquez. Là, vous posez la bague sur l'animal. Et les recaptures, en fait, vous allez retourner sur le vous allez avoir plusieurs occasions, vous allez retourner sur le terrain, et puis vous allez chercher à revoir l'animal. Eh bien, quand vous réobservez l'animal, vous notez 1 sur vous notez un petit 1, et si l'animal n'est pas revu, vous mettez 0. Et bien, en fait, on fait la même chose avec les fans. Le fan, en fait, notre capture, en quelque sorte, c'est à partir du moment où on voit la naissance, on sait que le fan existe. Et le marquage, eh bien, quand le fan naît, on construit ce qu'on appelle une carte d'identité du fan. On va aller noter toutes les caractéristiques physiques, toutes les petites choses qui vont nous permettre, au cours du temps, de savoir entre deux fans, ça c'est lui de la femelle que je suis, et ça c'est pas son fan. Et à partir de là, eh bien, quand on réobserve nos occasions de recapture, en fait, c'est à chaque vidéo analysée. Si on voit le fan, on note 1. Si on ne voit pas le fan, on voit 0. Et ça va nous donner des histoires. Et ces histoires, eh ben, grâce à un logiciel, on va être capable de savoir c'est quoi la survie des fans. Là, le petit encadré vert, ce sont les histoires de vie réelles pour les fans de 2016. Donc, on garde une donnée à la semaine. Et donc, comme je vous disais, en 2016, on a perdu 4 fans. Il y a 3 fans qui sont morts au début juin. Sur ces 3 fans, il y en a 2, on suppose que c'est de la prédation. Ça veut dire qu'il y a un loup ou un ours qui les a probablement mangés. Alors, malheureusement, on ne voit pas ces actions se faire, mais on voit les caribous qui se mettent à fuir. Et le deuxième fan, qui est mort à 4 jours, eh bien, lui, il était tout petit. Il était tout petit, il était très fragile, ça se voyait, il ne se levait pas. Et il était juste trop fragile pour pouvoir survivre. Par contre, le dernier en août, on s'est un peu posé des questions parce qu'on ne l'a pas revu, mais en même temps, eh bien, il allait bien. Il était plutôt grand et plutôt fort, mais on ne l'a juste pas revu. Est-ce qu'il a perdu sa mère? Est-ce qu'il s'est mélangé au reste du troupeau?
ou est-ce qu'il est effectivement mort, eh ben, on ne pourra jamais le savoir. Simplement parce que, arrivé à 2 mois, eh ben, le faon, il est ce qu'on appelle presque sevré. Sevré, c'est quand les jeunes, ils n'ont plus besoin du lait de la mère pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger. Donc, il était capable de manger de l'herbe, il était capable de manger comme un grand. Donc, techniquement, il pourrait avoir survécu. Donc, en 2016, eh ben, sur les 3 mois d'été, à la fin de l'été, il restait 69% des fauns. Ça veut dire que 31% des fauns sont morts en 3 mois. Là, on se pose des questions. Parce que le recrutement, il arrive à la fin de l'automne, c'est-à-dire à 6 mois d'âge pour les fauns. Donc, il reste encore 3 mois. Alors, on se demande, mais pourquoi ils meurent? Eh bien là, c'est là qu'on se dit, les colliers caméras, ils ne vont pas seulement nous servir à regarder si les fauns sont vivants ou pas. Ils vont aussi nous permettre de savoir c'est quoi, en fait, les causes possibles de mortalité. Et nous, un point qu'on pense vraiment très important, c'est qu'on suppose que les mères, elles jouent un rôle essentiel là-dedans. Si une femelle caribou, elle ne s'occupe pas assez de son faon, ou si elle ne peut pas se nourrir assez, elle ne pourra pas produire assez de lait pour que son faon y survive. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. Eh bien, la femelle, pour produire du lait, eh bien, elle a besoin d'énergie. Et donc, cette énergie, elle l'a en mangeant. Si elle ne mange pas assez, elle n'a pas assez d'énergie, elle ne produit pas assez de lait, le faon, il n'a pas assez de nourriture. Et on pense aussi qu'une femelle qui pourrait être un peu plus égoïste, on va dire, qui va plus penser à elle-même, elle pourrait se dire, je préfère privilégier ma survie que de tout dépenser dans la survie du faon. C'est là qu'on arrive à une nouvelle question. Alors, on va parler d'activité des femelles, et je voulais vous demander, d'après vous, c'est quoi la principale activité de la femelle? Alors, est-ce que c'est la rumination? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le déplacement? Et est-ce que c'est le repos? Et moi, je pense que dans tout ça, je pense qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas. Je pense que c'est le mot rumination. Alors, je vais essayer de vous expliquer. À midi, vous avez mangé, je pense. Vous mangez un petit peu, vous mâchez, et vous commencez à digérer tout de suite. Ça, c'est logique. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Normalement, vous attendez d'avoir fini votre bouchée pour pouvoir en reprendre une autre. Eh bien, en fait, le caribou, il ne fait pas ça. Le caribou, il va manger, 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 et il ne va pas avoir la place pour tout garder dans sa bouche. Et donc, en fait, il va aller stocker une partie de ce qu'il va avoir pris dans une partie de son estomac. Il va continuer à mâcher ce qu'il a dans la bouche, il va digérer, puis une fois qu'il a fini, au lieu d'aller reprendre une bouchée, en fait, ce qu'il avait stocké dans une partie de son estomac, il va le remonter dans sa bouche et se mettre à mastiquer le reste. Cette phase où il y a une remontée de l'estomac de ce qui avait été mangé avant, eh bien, c'est ce qu'on appelle la rumination. Plus clairement, je vais vous montrer une vidéo. Donc, vous voyez l'animal qui mâche, mais il n'a pas eu à prendre une bouchée avant. Il avait déjà tout conservé en lui. Voilà, c'est un peu le principe. Donc, d'après vous, la principale activité d'une femelle caribou, c'est quoi? Qui pense que c'est la rumination? On a 2 personnes. Qui pense que c'est l'alimentation? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Qui pense que c'est le déplacement, la marche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Et qui pense que c'est le repos? 1, 2, 3, ok. Ça donne quoi? Et là, on a une réponse. Oh! C'est l'école Liberté Jeunesse qui pense que c'est B, l'alimentation. D'accord. Eh bien, en fait, qui avait dit rumination? Vous avez gagné. C'est la rumination. Eh bien, en fait, alors, la deuxième activité, c'est l'alimentation. La troisième, c'est le repos. Et le quatrième, c'est le déplacement. En été, les femelles ne se déplacent pas beaucoup. Et par contre, alors, pourquoi c'est important la rumination?
Parce que là, on se dit, OK, elle mâche. Mais la rumination, c'est important. C'est un premier signe de santé. Si vous voulez savoir si le caribou va bien, vous regardez. S'il n'est pas en train de manger, mais qu'il est en train de ruminer, l'animal va bien. Quand une femelle, on a malheureusement perdu 2-3 femelles au cours de l'expérience, eh bien, quand les femelles commençaient à fatiguer, on se rendait compte, la première chose qu'on observait, c'était une baisse de la rumination. Les activités de digestion se faisaient plus bien. Alors, on a d'autres critères qu'on considère importants qui pourraient expliquer justement la mortalité chez les faons. Et notamment, on pense que la distance entre la mère et le faon est un élément important. Si un faon est trop souvent loin de sa mère, qu'il est très autonome dès le départ, eh ben, la mère sera parfois trop loin pour le protéger s'il y a un prédateur qui arrive. Si aussi il s'éloigne du groupe, il ne bénéficie pas de la sécurité des autres femelles. Donc en fait, on s'est fait une petite grille de critères et on a distingué le faon est collé à sa mère, le faon est proche de sa mère ou le faon est éloigné. Et on essaye de voir s'il y a un lien entre l'éloignement du faon et les fauns qui ont survécu et ceux qui sont morts. On va regarder aussi d'autres critères directement tirés des vidéos, comme les conditions météo. Parce qu'un faon, c'est fragile au départ, c'est pas comme les adultes, ça résiste pas aussi bien au froid. On a également la pluie, l'humidité au départ, c'est tout frais, l'enfant, ça n'a pas beaucoup de poils, c'est comme s'il n'avait pas encore son manteau. Et on va aussi regarder les moustiques. Alors les moustiques, ça va pas directement être un problème pour le faon, mais ça va être un problème pour la mère. Parce que les moustiques, ils vont empêcher les femelles de manger. Et si les femelles ne mangent pas, je vous ai dit, le faon, comme il dépend de sa mère, le faon ne va pas bien derrière. Par ailleurs, les moustiques peuvent aussi augmenter le déplacement. Et donc là, ça peut fatiguer et la mère et le faon. Un autre point important, c'est là où vit le caribou. Ça peut avoir un gros impact. Donc là, vous avez sur la diapo différents, ce qu'on appelle des habitats. En fait, c'est des milieux, des espaces qui vont être utilisés par le caribou. Et c'est les espaces qu'on va retrouver tout au long des vidéos. Donc en fait, les caribous, ils vont traverser des étendues enneigées. Ils vont traverser donc, des prairies toundriques, qui vont en fait, sont des grandes prairies avec plein d'herbes. Des zones humides, où ça va être un peu spongieux au sol. Mais ça, c'est un milieu qui est très riche, donc très intéressant pour le caribou. Ils vont aussi traverser des milieux qui vont être plus désertiques, sans ressources, comme les terrains rocheux. Ils vont parfois rencontrer des forêts boréales, mais alors là, il n'y en a pas beaucoup. Et sinon, ils vont aussi rencontrer ce qu'on appelle des zones arbustives. Vous avez des arbustes à perte de vue. Et puis, alors, le caribou, là, c'est de la nourriture à volonté. Ils adorent ça. Et en fait, le dernier habitat, c'est les lacs et cours d'eau. Alors, à une certaine époque de l'année, ils les traversent, ils sont gelés. Mais à un moment donné, ils les traversent à la nage. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a des habitats qui vont être plus mauvais pour les fauns. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure dans les montages. Il y avait un faon qui traversait l'eau avec sa mère. Vous avez vu, les fauns, c'est beaucoup plus dur pour eux de traverser. Ils sont beaucoup plus sensibles au courant. C'est assez fort. Ils ne peuvent pas résister. C'est difficile pour eux. Pareil, les habitats qui sont les milieux qui vont être très escarpés, très accidentés, comme les terrains rocheux, on pense que ça pourrait être plus dangereux pour le faon, parce qu'il risquerait plus de se blesser. Et donc, on pense que ce type d'habitat-là pourrait avoir un effet sur la survie des fauns. Je vous ai mis un graphique, paniquez pas, c'est en fait très simple. Vous avez les différents habitats dont on vient de parler en bas. Et en fait, la petite ligne en pointillé au milieu, ça dit que l'habitat, il n'est ni préféré ni évité. Mais par contre, ce que ça vous dit, c'est que les zones arbustives et les zones humides, je vous disais qu'il y avait beaucoup de nourriture là, sur ces habitats-là, et bien là, ça nous dit que les femelles, elles cherchent vraiment ces habitats. Elles veulent y aller. C'est ce qu'elles veulent parce que c'est les meilleurs habitats qu'elles peuvent avoir. Et au contraire, elles vont éviter d'aller dans des habitats comme les terrains rocheux, les lacs et cours d'eau ou les étendues enneigées. C'est sûr, elles ne trouvent pas de nourriture et en plus, ce n'est pas forcément sécuritaire.
dans l'idée, c'est que si une femelle venait à faire les mauvais choix et à utiliser plus d'habitats qui sont dangereux et qui, normalement, elle devrait éviter, on pense qu'elle risquerait de mettre plus la vie de son faon en danger et donc de diminuer ses chances de survie. Un autre élément aussi, c'est les ressources. Je vous disais, si ça manque de ressources, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les vidéos? C'est qu'on regarde sur la vidéo, on identifie les ressources qui vont être présentes dans la vidéo. Donc là, sur l'exemple de gauche, vous avez des mousses, du bouleau, des graminées, également des herbes basses, c'est des toutes petites herbes qui sont pas hautes. Et on va comparer ce qui est présent et ce qui va être mangé par le caribou. Et ça va nous donner une idée si la femelle elle a accès ou pas à de la bonne nourriture et si elle a accès à suffisamment de nourriture. Pour vous donner une idée, c'est un petit résumé de, globalement, c'est quoi les ressources les aliments que les femelles elles vont rencontrer au cours de l'été. Et donc, principalement, si vous regardez en gris pâle, en jaune et en marron, ce sont les arbustes qui vont être le plus souvent présents au cours de l'été. Après ça, vous avez en bleu et orange sur la gauche, vous avez le lichen et les graminées, ce sont les herbes. Et après, en beaucoup plus rare, les conifères, et puis c'est la même famille que les sapins et tout ça. Et puis également des plantes avec des feuilles larges, des petites pousses et des champignons. Parce qu'il faut savoir, les caribous, entre vous et moi, ils adorent les champignons. Quand ils voient un champignon, c'est la première chose qu'ils vont manger. Je vous ai parlé de beaucoup de choses, donc vous devez c'est peut-être un peu mélangé, on va essayer de faire un petit récapitulatif. Donc en gros, en clair, en simple, c'est quoi les causes de mortalité des faons? Eh bien, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient liées à l'individu, au faon lui-même. S'il reste proche de sa mère, s'il reste dans le groupe, il devrait mieux survivre. Au tout début, je vous avais parlé de différences mâle-femelle, mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'a jamais été capable d'identifier le sexe de tous les faons. Donc, cet élément-là, on l'a exclu de nos analyses. On n'est pas capable de répondre si est-ce que les faons mâles ou les faons femelles survivent mieux. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, les faons qui sont morts, ils sont quand même clairement plus petits, plus fragiles, ceux qui sont morts en juin. Donc, il y aurait vraiment un effet là-dessus. Alors, il n'y a pas de chasse sur les faons. On ne chasse pas. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à manger dessus, c'est tout petit. Par contre, il y a des prédateurs, des carnivores, et le loup et l'ours, ça adore les faons. On a deux projets d'ailleurs en parallèle du mien qui travaillent justement sur la part du caribou dans l'alimentation des carnivores. Et on a même posé cet été des colliers caméra sur des ours pour voir à quel point ils consomment des faons. Ça sera autre chose à venir. Je vous le conseille d'essayer de suivre ça. Et par contre, ressources et climat, eh bien, la vérité, c'est qu'on n'a pas encore assez de données, donc on n'est pas capable de savoir si ça a un effet ou pas pour le moment. Ça va venir. D'ici la fin de mes études, je vais être capable de pouvoir avoir la réponse, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas. Et donc, le dernier point, je voudrais vous parler, qui est-ce qui travaille sur un projet comme le mien? Alors, bien sûr, il y a des gens comme moi qui vont être biologistes, qui vont aller vouloir savoir c'est quoi la survie des faons. Mais il y a aussi des gens qui vont s'intéresser au comportement, aux préférences alimentaires des caribous ou simplement à leur environnement. Et il y a également les concepteurs du collier, quand même, parce que nous, biologistes, on utilise la technologie, mais on ne sait pas la faire. Et donc ce sont des physiciens, des ingénieurs en optique, qui vont venir travailler pour construire ces outils qui vont être si précieux à nos analyses. Et aussi, on a des personnes au gouvernement, ce qu'on appelle des techniciens de la faune, donc des techniciens qui vont étudier les animaux et qui vont utiliser toutes les données qu'on va récolter pour pouvoir essayer de conseiller les populations, notamment sur l'utilisation du caribou, pour essayer de préserver le caribou.
Donc voilà, j'arrive sur la fin. Je tenais encore à remercier Stéphane et le Cœur des Sciences, parce que c'est vraiment une très très belle opportunité que j'ai eue de pouvoir présenter ici. Bien sûr, merci à tous les partenaires qui me permettent aussi d'avoir un projet, parce que ce genre de projet, ça coûte très très cher, rien qu'un déplacement dans le Nord. Et c'est vraiment quelque chose de génial. Et puis merci à vous ici et puis à ceux qui nous écoutent à distance. Donc, je vais être prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Barbara. Pour les questions, ceux qui sont dans la salle, je vais vous demander de venir au micro. Et puis, est-ce que l'enseignant responsable, est-ce que je peux donner la priorité à l'école qui est en web diffusion? Vous avez un peu plus de temps. Alors, l'école Liberté Jeunesse a énormément de questions. Tout d'abord, une question simple. Combien d'années vit un caribou? En théorie ou en pratique? Un caribou, techniquement, qui serait pas trop menacé, ça peut vivre à peu près 25 ans. Et faut vous donner une idée, les caribous qu'on suit, le plus vieux a déjà 15 ans, mais en général, malheureusement, il y en a quand même plusieurs, au bout d'une dizaine d'années, ils n'ont pas survécu. Mais techniquement, un caribou, ça peut vivre jusqu'à 25 ans. Une autre question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la survie des animaux? De manière générale, dans les choses qu'on peut faire, promis, je ne parle pas de changement climatique, on ne peut pas agir directement pour sauver une population l'année prochaine sur le changement climatique, ça ne marchera pas. Mais par contre, sur l'environnement, sur ce qu'on fait de l'habitat, dans le milieu dans lequel vit l'animal, si on lui donne un espace qui est préservé, où on évite tous les dérangements humains qui sont vraiment agressifs. Si, dans le cas du caribou, la chasse sportive a été arrêtée parce que ça causait quand même le retrait ça retirait des animaux, des mâles reproducteurs, des grands mâles reproducteurs. Et comme c'est un système de harem, si vous retirez un mâle reproducteur, ça fait plusieurs femelles qui ne produisent pas d'enfants. Donc ça avait un fort effet sur la survie. Et puis par exemple, les communautés autochtones, elles régulent, elles essayent de décider, OK, cette année, on va plus, parce qu'ils ont besoin de manger, donc ils vont plus cibler des jeunes ou plus des femelles qui ne sont pas encore reproduites ou des vieilles femelles. Donc on peut raisonner en jouant sur ça. Il y a tellement de facteurs, c'est très compliqué de donner une réponse générale. C'est bon, si tu nous donnes des pistes. J'ai une question encore, toujours à l'école Liberté Jeunesse. Il demande, est-ce qu'il y a plus de femelles ou de mâles caribous? Plus de femelles. Bon, j'ai encore deux autres questions, puis après on laissera un peu des questions à l'école Lanaudière aussi. Si tu peux faire une réponse assez brève. Mon Dieu, ils n'arrêtent pas de m'en envoyer. Alors, est-ce que les populations nordiques menacent la survie des caribous par la chasse? OK. Alors, c'est une question politiquement très compliquée à répondre. S'ils diminuaient pas les prélèvements, la chasse qu'ils faisaient, le niveau de chasse qu'ils font actuellement, c'est sûr que prélever, par exemple, 500 caribous sur une population de 600 000 ou prélever 500 caribous sur une population de 200 000, vous voyez bien que ça n'a pas le même impact. Donc techniquement, ils doivent essayer de diminuer. S'ils ne diminuaient pas le nombre de caribous qu'ils chassaient, ça pourrait bien sûr entraîner le déclin. Mais ce n'est pas la seule raison. La chasse seule ne peut pas provoquer la fin du caribou. Dernière question pour le moment pour l'école Liberté Jeunesse, qui rejoint un petit peu la question sur qu'est-ce qu'on peut faire. Toi, Barbara, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir les sauver, les caribous? Est-ce que tu es optimiste? La vérité, c'est que je travaille sur 2 troupeaux. Aujourd'hui, je vous en ai présenté un, le Feuille, le Rivière aux Feuilles, qui est à 200 000 individus. Le troupeau de la Rivière Georges, qui était sur la première carte que je vous avais montrée avec les écotypes, eh bien, celui-ci, il est passé de 800 000 et quelques individus en 1994 à 5 500 individus cette année. Et
Non, je ne suis pas optimiste. J'espère même qu'il ne sera pas disparu avant que j'ai fini mes recherches. Par contre, celui actuel, on essaye vraiment de tout faire pour que... J'essaye de rester optimiste, on va dire ça comme ça. Pour continuer à agir. Alors, l'école Lanaudière, c'est à vous. Il y avait plusieurs doigts qui sont levés. Levez-vous, puis venez jusqu'au micro. Vous posez votre question. Carl va baisser un peu le micro, je pense. Viens au micro ici. Tu le vois? Pourquoi est-ce que les moustiques empêchent la mère de manger? Eh bien, c'est une excellente question. Eh bien, en fait, disons, imagine-toi, mets-toi dans la position de la femelle, tu es en train de manger et tu as plein d'insectes qui viennent, qui te piquent, qui t'agacent. C'est comme si tu avais beaucoup de mouches autour de toi. C'est pas agréable, hein? Voilà. Eh ben, c'est la même chose pour la femelle. C'est pas agréable, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrête de manger et puis elle s'en va. Elle va dans un autre endroit pour essayer d'échapper aux moustiques. Et donc, en fait, comme elle est toujours obligée de partir, elle mange jamais assez et ça l'empêche de manger. Merci. Alors, on peut prendre une autre question. Les élèves de Lanaudière, vous pouvez être plusieurs à vous lever puis à faire la file derrière le micro, comme ça on ne perdra pas de temps. Vous faites une belle file, puis vous parlez l'un après l'autre. OK, on t'écoute. Est-ce que ça peut être plus qu'une question? Commence par une question, puis tu referas la file par derrière pour laisser la chance à tout le monde. Savez-vous à quelle vitesse un caribou peut aller? Oui, absolument. Un caribou, ça peut aller jusqu'à 20-24 km par jour. Quand il est en migration, quand il fait ses grands déplacements, il peut aller jusque-là. Et alors, quand il court, parce qu'il est très stressé, il peut faire jusqu'à... On a vu des caribous qui avaient fait 32 km dans une journée. Merci. Est-ce que les caribous sont agressifs? Oh non, vraiment pas du tout. Pour donner un exemple, on était dans le Nord, on avait capturé un caribou, on était en train de lui prendre ses mesures, et on avait tout le troupeau devant nous qui attendait juste qu'on relâche l'autre caribou, et puis il a rejoint le troupeau, et puis ils nous ont laissés tranquilles, ils nous ont regardés, ils sont curieux. Est-ce que les caribous peuvent changer de poil pour survivre? Alors, les caribous, ils perdent leur poil à chaque été. Je ne sais pas si vous avez vu, pour certains, peut-être remarqué dans les vidéos, vous aviez des bouts de poils qui pendaient. Les femelles, en fait, elles vont ce qu'on appelle muer. Elles vont perdre leur poil d'hiver et il va repousser à chaque année. Mais souvent, par exemple, si une femelle mue pas, ne change pas son poil, ça, c'est un signe qu'elle n'est pas en bonne santé. Merci. Dans les caribous, c'est qui est comme le plus gourmand? Je peux te dire qu'à vue de vidéo, il y a des fans qui sont très, très gourmands. Mais les femelles vont avoir besoin de manger plus à l'été parce qu'elles doivent manger et pour elles et pour produire le lait pour le petit, pour le faon, ce qui fait qu'elles mangent beaucoup. Elles mangent vraiment beaucoup. Est-ce que vous suivez des caribous en particulier ou c'est tous les caribous? On se concentre sur les caribous qui sont dans l'est du Canada. C'est vrai, mais quand on regarde, en fait, en suivant les 60 caribous sur lesquels on a posé les colliers, en fait, ça nous permet d'avoir des informations sur l'ensemble de la population. Merci. Donc, on s'intéresse à tous les caribous de la population. À quel âge les fans vont avoir des cornes? Ah oui, alors les bois, ouais, les bois. C'est pas grave. Les bois, en fait, ils naissent à peu près vers la mi-juin. Et pour certains, à mi-août, ils ont déjà des petites pointes.
Et sinon, ouais, ça va leur prendre un peu plus de temps avant que ça soit des beaux bois comme les adultes. Hein. Mais ils ont déjà des petites pointes qui leur poussent au bout de 3 mois. Les prédateurs, ils attaquent en meute ou juste comme... Alors, les loups ont tendance à être en groupe, en meute. Il y a quand même on a déjà vu des loups plus solitaires, mais un caribou, c'est quand même plus facile, un caribou adulte, c'est quand même plus facile à tuer en meute. Par contre, les ours noirs sont vraiment solitaires. Ouais. Je vais demander à nos jeunes curieux futurs scientifiques, j'en suis sûre, de parler un tout petit peu plus fort dans le micro. Est-ce que vous savez c'est quoi le temps de gestation des femelles? Oui, 9 mois. Merci. Est-ce que toutes les caribous ont des bois? Absolument. Ça, c'est une c'est une excellente question parce que vous connaissez l'orignal. Le caribou, en fait, c'est un des rares animaux où les femelles ont aussi des bois. Les ongulés n'ont pas de bois. Les femelles chez les chevreuils n'ont pas de bois. Mais le caribou, tous les individus en ont. Merci beaucoup. Est-ce que ça pollue la terre quand les colliers tombent ou vous les ramassez? Oh non, on laisse rien. On les ramasse. En fait, pour répondre plus précisément à ta question, toutes les vidéos sont stockées dans le collier. Si tu ramasses pas le collier, tu n'as pas les vidéos. Donc, on n'a pas le choix. De quelle taille sont les caribous adultes? Oh, wow. Attendez. Plus grand que moi, mais c'est... Enfin, prend un mâle, mais... oui, c'est relativement grand. Désolée pour le manque de précision. Est-ce que ce sont que les mâles qui ont des cornes? Non, les mâles et femelles ont des bois, ouais. Est-ce que les colliers caméras sont imperméables? Oui. Tu te souviens des vidéos où on voit les caribous qui nagent? Oui. Les colliers, ils sont faits pour résister au froid, au gel, à l'eau, à la chaleur. Et ils sont très, très, très résistants. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pourquoi? Parce que j'aime énormément les animaux. Alors, c'est vraiment la réponse, on va dire, bien sûr, classique, mais j'avais l'impression qu'en les étudiant, je pouvais faire la différence. Tu vois, je pouvais faire quelque chose de concret. Parce que j'avais l'impression qu'en étant chez moi, juste à me dire, OK, j'aime les animaux, parfois faire un don à n'importe quelle association, oui, c'est presque la facilité. Alors que là, je pouvais faire quelque chose. Je pouvais informer les gens, leur dire « Hey, attention, là, il y a des choses qui ne vont pas. » Et puis, je pouvais aussi apporter des conseils pour aider les choses à changer. Merci. Ouais. Quel est le plus vieux caribou que vous connaissez? Je peux même te donner son nom, son numéro. le plus vieux qu'on suit, il date de 2007. Mais donc il a déjà 11 ans de suivi. Mais après, sur le terrain, quand j'étais dans le Nord, j'ai vu des caribous qui avaient presque 20 ans. Comment les fans survivent aux attaques des prédateurs quand ils ne savent pas marcher? Ils ne survivent pas, mon grand. Je suis désolée. Ils ne survivent pas. Merci. De rien. Pourquoi les caribous ont des bois? Très, très bonne question. Eh bien, dans le Nord, plus de 6 mois de l'année, tu as de la neige au sol. Eh bien, les bois, ça va permettre de balayer la neige et d'aller chercher la nourriture qu'il y a au sol, en fait, sous la neige. Okay. Ça peut aussi, accessoirement, pour les mâles, permettre de se battre et puis de choisir qui est-ce qu'aura la femelle. Okay.
Est-ce qu'il y a déjà eu des fois où les caribous ont essayé comme d'enlever leur collier et que c'est comme tombé quand Non, ils ont essayé? S'ils ont essayé, on n'a pas vu sur les comment ça s'appelle, sur les vidéos. Et puis, aucun collier n'est tombé avant la date qu'on avait prévue. Merci. Alors, j'aimerais qu'on remercie Barbara très fort pour sa présentation. Merci à tous ceux qui ont participé à la conférence aussi. On va arrêter ici la web diffusion, mais je vous invite à continuer à poser vos questions dans la salle. Merci. Merci.